Bonjour à tous. Écoutez, on a déjà réussi un exploit, c'est de discuter avec les Juifs pour qu'on commence à peu près à l'heure. Donc, c'est à peu près, c'est déjà pas mal. Bien, écoutez, je suis très heureux d'ouvrir ce colloque sous le signe de Sion, Macom, identité humaine, identité juive, du 7 octobre 2023 à octobre 2025. Je remercie d'abord le Centre Begin, en la personne de Yoël Haddad, qui nous a accueillis avec beaucoup de chaleur et d'efficacité. Je suis d'autant plus content de faire ce colloque, bien sûr à Jérusalem, mais aussi au Centre Begin, parce que ça nous rappelle un souvenir formidable du colloque qu'on a fait il y a 11 ans maintenant, si c'était Jérusalem ici. Je remercie Actuj Magazine Israël avec Carole Azoulay qui a été une collaboratrice formidable, les comités Chibolette avec Thibaut Moreau toujours efficace, et puis nos partenaires, Mosaïque avec Antoine Mercier, la Fondation France-Israël présidée par Muriel Haïm, les éditions InPress, et puis j'oublie sûrement quelqu'un comme d'habitude. Euh, bon, je le remercierai après. Adélis, la Fondation Adélis, administrée par Rebecca Boukris. J'étais très heureux de l'inauguration hier par l'exposition de notre ami Richard Koenigsmann. Ses œuvres, pour ceux qui n'étaient pas là, je le répète, ses œuvres qu'il a faites depuis le 7 octobre, tous les jours, en référence au 7 octobre justement, mais qui a fait un véritable travail de culture. Ce n'était pas seulement pathos pour nous donner des représentations du 7 octobre. Il l'a intriqué avec la pensée juive, avec de l'humour aussi, et ça nous a aidé à nous donner des représentations de ce qu'on vivait, à nous permettre de faire des liens entre nous, comme les séminaires de Chibolette qu'on a fait ici ou à Paris. C'était important de nous rassembler, et un véritable travail de liaison, et de rassembler. Au fond, on était tellement entamés dans notre narcissisme, dans notre identité à la fois individuelle et collective, qu'on avait besoin d'essayer de retisser une sorte de peau psychique qui est loin encore d'être tout à fait élaborée. Euh, voilà, ce travail de culture, Freud l'a formulé par cette phrase Wo es war, soll ich werden, c'est-à-dire là où il y a ça, je dois advenir. Je, c'est-à-dire Israël, Raphaël Drey avait repris cette formule là où Canaan est, Israël doit devenir. C'est un peu notre travail de reconstruction aujourd'hui, particulièrement. Yerushalmi, d'ailleurs, l'historien Yerushalmi, disait: Je refuse de parler de la Shoah sans parler en général de l'histoire et de la pensée juive. C'est tout à fait, je crois, très important. Notre identité, c'est ni la Shoah, ni le 7 octobre. C'est justement de réélaborer notre identité à la fois singulière et collective. Le, Le colloque va se clôturer par le film d'Eden Lévi Campana, Atikva du fleuve à la mer. C'est un film formidable. Et entre-temps, donc toute cette journée sera consacrée aux présentations, au croisement des réflexions et des regards. C'est un peu tout à fait exemplaire de la démarche de Chibolette en général, pour ceux qui nous connaissent et qui nous suivent, c'est-à-dire de rassembler des praticiens de toutes les disciplines afin justement de croiser ces réflexions et ces regards, afin de discerner les signes, les signaux, les emblèmes, les symptômes de nos problématiques humaines, sociétales, civilisationnelles, et d'essayer d'établir et de réétablir régulièrement, et là il y a de la matière, une clinique du contemporain. Les titres du colloque sont empruntés aux titres des livres, vous l'avez remarqué, de Raphaël Drey, pour qui toute cette année est consacrée en hommage à Raphaël Drey, qui nous a quittés il y a 10 ans et pour qui on avait d'ailleurs fait et avec qui on avait préparé le Si c'était Jérusalem il y a 10 ans. Et puis aussi, et c'est le titre de la communication de mon ouverture, à Michael Bartzfi, mon copain, j'ai donné ce titre, l'éloge de la guerre après la Shoah, avec le sous-titre que lui avait inspiré son père: La guerre pour les Juifs commence le 8 mai 1945. Et je crois que cette phrase, la guerre et la terre qui nous ont manqué depuis 2000 ans, c'est bien ce dont on a besoin aujourd'hui et c'est bien ce qui est notre droit retrouvé aujourd'hui. Je voudrais aussi dédier cette journée, comme je l'ai écrit sur le programme, à Boualem Sansal, notre ami, qui nous manque tellement et malheureusement
à qui l'on pense avec toute notre affection. Alors l'identité. L'identité entre accords, souviens-toi, et tu choisiras la vie. Une intrication, identité, transmission, appartenance, c'est-à-dire des filiations conflictualisables. La transmission est un entre-deux, tradition-création, singulier collectif, biogénétique, symbolique, surdéterminé, libre arbitre. Freud avait dit cette phrase que je répète souvent, ce dont tu hérites, acquiers-le pour mieux le posséder. Ce que tu laisseras de côté sera d'un poids lourd. Et Groucho Marx, j'aime bien ces deux phrases se complétant. Pourquoi ferais-je quelque chose pour les générations suivantes? Qu'ont-elles fait pour moi? Ces deux phrases disent la responsabilité réciproque entre les générations. Elles disent aussi l'ambivalence et l'assomption de l'ambivalence qui fait partie, j'allais dire, de l'éthique juive. Assumer l'ambivalence, assumer le travail de culpabilité. Euh, alors, euh, un peuple, le peuple juif est effectivement un peuple unheimlich, un peuple étrange, étrangèreté. Un peuple aussi d'antinature, disait Albert Cohen. Antinature, c'est-à-dire la capacité de s'arracher au biologique, justement. On en reparlera certainement. Faire parler le destin, quand même. Qu'est-ce que c'est que ce peuple qui s'invente un Dieu pour le combattre, qui brandit son livre pour le discuter, et qui, et c'est vraiment la folie juive, et qui initie la circoncision? C'est quand même fou, non, d'avoir initié la circoncision? Non, vous ne trouvez pas? Hein. C'est une éthique de l'interprétation ouverte, des interprétations qui peuvent être insensées. Le juif est juif en Moïse, qui ne l'est pas. L'humour juif, c'est raconter une histoire qu'on ne comprend qu'à moitié et qui a un double sens. Faire parler le destin, qu'il soit tordu de rire ou d'angoisse, c'est ouvrir à l'indéfini de la pensée, à la métaphore, au transfert, à un infini plutôt qu'à un absolu. C'est ouvrir à une identité programme, une construction toujours à devenir, polyphonique, polysémique, polysémique. Shlomo Sand avait cru délégitimer le peuple juif en écrivant le peuple juif, l'invention du peuple juif. En fait, il ne croyait pas si bien dire. La fierté, la fierté du peuple juif, son côté vivant, c'est justement sa capacité à s'inventer, à se réinventer et à se recréer. Il investit dans la transmission, une transmission comme processus, une transmission de la transmission, qui n'a pas besoin pour exister de détruire un autre peuple. C'est le sens du sionisme. On va parler d'identité, identité juive, identité hébraïque, identité, on verra, chaque proposition sera là. Le sionisme, je reprends les termes de Michael Bartzwy, c'est une uchronie, une réponse à un appel, une injonction à transmettre, une façon d'être au fond qui transcende les idéologies et les croyances. Freud disait, il parlait de judéité, et c'est peut-être de ça dont on va parler beaucoup dans cette journée, la judéité. Il disait, mes parents étaient juifs, je suis demeuré juif, je suis juif. Je n'ai ni la foi, ni un excès de nationalisme dont il se méfiait, euh, mais j'appartiens au peuple juif. C'est quelque chose d'indéfinissable, une identité indéfinissable. Il reste l'essentiel, et il y a quelque chose de miraculeux. J'appartiens au peuple juif. Et je suis attaché par cette appartenance à des principes éthiques. Contrairement à ces groupes masses qui sont dans la reproduction du même, dans une transmission clonique, clanique, qui, excusez-moi, je cherche, oui, dans une reproduction clanique, et qui sont effectivement dans une sorte d'envie
d'identification mimétique, de projection, de fantasme de substitution de l'autre et donc de destruction. Il prête au peuple juif en particulier d'être assis sur un trésor du symbolique qui leur rassurerait, qui nous rassurerait une, euh, une toute-puissance d'être que eux ne peuvent penser qu'en termes métonymiques d'avoir. La question de l'envie et de la substitution, je pense que c'est quelque chose de très important dont on reparlera. L'antisémitisme, une religion intégriste, une paranoïa de masse, qui a comme objet de haine euh, le peuple témoin et celui qui est porteur de la question d'existence et du nouage du sexuel, de l'inconscient et au langage et du désir à la loi. L'antisémitisme, je crois que ce qui nous marque beaucoup depuis quelque temps, c'est son caractère parasémitique, c'est-à-dire l'obsession du juif. L'obsession du juif. Il ne pense qu'à nous. Et pour eux, l'énigme, il y a une énigme de la substance, de la consistance et de la permanence du peuple juif. Une énigme qui les fascine, qui les aveugle et qui les empêche de penser et sur lequel ils projettent effectivement toute leur honte et leur haine. Au fond, de quoi il est fabriqué? Et ça se transforme en qu'est-ce qu'il fabrique? Qu'est-ce qu'il fabrique toujours? Alors en général, l'identité, c'est un concept qui a été et qui est encore un objet d'ambivalence. On a vu se développer le destructivisme après la guerre, et c'est pas pour rien que ce soit après la guerre et après la Shoah. Ce destructivisme, entre rationalité instrumentale et subjectivisme absolu, c'est au fond probablement construit dans une sorte de désubstantialisation du réel chez une partie de l'intelligentsia, probablement pour refouler la honte de la collaboration, la honte de la Shoah. Et ce qui est extraordinaire, c'est que son héritier, le wokisme, au fond, a un effet paradoxal, alors que le destructivisme a nié toute idée d'identité, justement. Le wokisme, son héritier, a formé des identités, des identitarismes tyranniques, euh, totalisants, ce que Orwell appelait d'ailleurs le fascifisme, et, et a construit ce à quoi on a affaire aujourd'hui, ces hordes primitives, inclusives, intersectionnelles, et qui, avant, je pense, de se tuer entre elles, c'est-à-dire de former des fratricides, s'allient au régime totalitaire et notamment à l'islamisme. Vous savez par exemple que les queers qui seraient les premiers à se faire à se faire jeter ou lyncher, etc., sont tout à fait alliés, tout à fait complices des islamistes et pensent qu'ils vont les convaincre de leurs droits. Alors, je veux dire, ce masochisme et cette culpabilité perverse, on la retrouve. Il ne faut pas penser qu'on est tous sortis d'Égypte de façon permanente. On la retrouve aussi chez nous. C'est pas simple de sortir d'Égypte tous les jours. Et on peut être tenté aussi de se narcissiser, de s'idolâtrer nous-mêmes, de chercher une certaine pureté narcissique, au point de se démarquer des autres juifs qui renvoient au monde quelque chose qui n'est pas toujours à leurs yeux valorisant et rassurant. Donc on la trouve. Et finalement, beaucoup d'entre nous, en dehors de ça, tous les jours, se cachent derrière des slogans, derrière des mots d'esprit, un peu comme des mots de passe et des chibolettes. Alors vous les connaissez tous. Qu'est-ce qu'un juif? Comme disait Scholem, c'est quelqu'un qui se demande toujours qu'est-ce que c'est qu'un juif. Le juif est toujours question, et on fait des jeux de mots et de calculs comme l'homme, le juif, donc ce serait l'exemplaire de l'homme. L'homme est question, et l'homme c'est 45, donc c'est quoi? C'est la question. Euh, voilà, on peut être tenté aussi de se narcissiser comme ça et de s'idolâtrer soi-même. Euh, Au fond, donc, la question aujourd'hui, c'est comment l'identité s'est-elle construite? Comment l'identité juive s'est-elle construite?
Comment le sujet juif, singulier et collectif politique, se construit-elle? Comment s'acquiert-elle? Comment se perd-elle peut-être aussi cette identité dans l'histoire et peut-être aussi contre l'histoire? Qu'est-ce qui fait peuple? Freud répondait dans L'homme Moïse par l'évocation de la construction d'un édifice invisible. Un édifice invisible qui se serait fait par intériorisation sur un mode d'une identification particulière et spécifique, une identification non idolâtre, qui ferait que, par exemple, la destruction du temple et l'homme Moïse, le grand homme pour les Juifs, le meilleur de ses fils, ait été intériorisé non pas en tant que grand homme, mais en tant que grande idée. Cette construction aurait aurait formé un caractère spécifique, aurait construit un trait identificatoire commun et d'obscures forces émotionnelles qui restent innommées et qui sont dans l'inconscient. Et Freud suppose qu'elle est transmise de façon phylogénétique. De façon phylogénétique, un mode de transmission donc très particulier qui donne un sentiment d'identité intérieure et un sentiment d'appartenance particulièrement puissant, particulièrement fiable, qui permettrait aux Juifs de s'extraire de la masse compacte, de la pensée compacte, y compris de celle de sa propre communauté, qui permettrait aux Juifs aussi d'assumer des refusements éthiques, celle de la jouissance illimitée, celle de la perception immédiate, et d'assumer en particulier, certainement ce qui est le plus important à mon avis, c'est l'interdiction de la représentation dans le fonctionnement judaïque. L'interdiction de la représentation, d'où découle l'interdiction de l'idolâtrie. En découle quelque chose de très important pour le fonctionnement, pour le développement des fonctions cognitives, à savoir la dématérialisation de Dieu, la dénaturalisation de l'homme, et donc une tendance vers la dominance de l'intellectualité, spiritualité sur la sensorialité et du lisible sur le visible. S'en dégage aussi, j'en reviens à la folie juive, une disjonction de la figure du Père en Père réel et en Père symbolique. La folie juive, c'est ce Père, la circoncision, ce Père Abraham de l'art primitive, qui sacrifie sa toute-puissance animique et totémique, en refusant justement cette toute-puissance et qui permet cette disjonction et cette construction du Père. L'oubli du J'en reviens au wokisme. Le wokisme est caractérisé justement par cet oubli du Père. Et c'est bien cet oubli du Père qui forme ces hordes primitives vers les tyrannies et vers les régimes totalitaires. Alors, pour en venir, et je vais en finir par là, par la construction, par la crise identitaire aujourd'hui, cette clinique du contemporain. J'émets l'hypothèse qu'une crise identitaire est en Israël depuis, à la fois est associée à la crise identitaire, à la faillite des transmissions et des identités depuis, en Europe, en Occident en particulier, mais qu'il y a quelque chose probablement de spécifique dans cette crise identitaire depuis quelques années, bien avant le 7 octobre. Cette crise identitaire, pour faire très vite, je la condense autour de deux symptômes. Le premier symptôme, c'est la polarisation hallucinante du débat, de la psyché collective, du débat politique, la psyché collective autour d'une personnalité. Une véritable polarisation obsédante qui probablement a empêché de penser, a empêché de débattre, qui est cette polarisation à la fois d'un côté clivante, à la fois de détestation absolue ou d'idolâtrie autour de Netanyahou. Je ne discute pas de Netanyahou là, ce n'est pas la question ici, mais je pense que cette polarisation autour de cette personnalité qui s'est faite a été assez catastrophique. Deuxièmement, autour de la réforme judiciaire. Et c'est pas rien, cette réforme judiciaire, c'est pas seulement parce qu'elle était initiée par les proches de Netanyahou, c'est parce qu'elle parle justement de la question de la place des institutions, de la place des pouvoirs politiques, judiciaires, etc., et aussi de la question de l'identité, parce qu'on entendait souvent au fond, derrière les discussions sur la réforme, est-ce que Israël doit être un État juif ou un État des Juifs? Au fond, cet entre-deux qui était jusque-là, hein, entre l'État juif et l'État des Juifs, était peut-être fécond, et que peut-être le fait de supprimer, d'anéantir cet entre-deux est probablement quelque chose de compliqué, et qu'il anéantit quelque chose. Voilà, deux symptômes
D'où vient cette crise identitaire? Peut-être parce que ça fait 75 ans d'existence et que c'est peut-être une crise de réaménagement, d'adolescence par exemple. Peut-être est-ce lié aussi à l'évolution de la démographie et donc de la culture. En tout cas, ce qu'on a vu, c'est la construction, comme ailleurs, d'identitarisme en rivalité les unes contre les autres, en rivalité victimaire aussi, religieux laïque, religieux religieux, Ashkénaze séfarade qui a réapparu, etc., etc. Je pense que cette crise identitaire existait et probablement a participé d'une certaine négligence par rapport à ce qui était essentiel et qui a permis malheureusement ce qui s'est passé le 7 octobre. Et puis, cette entame identitaire, évidemment, créée par le traumatisme abyssal, sidérant du 7 octobre. Une véritable effraction, effraction psychique, effraction identitaire, donc, intrusion sur notre terre, intrusion des corps, intrusion sur notre sentiment d'intégrité, sur notre sentiment d'identité collective, un massacre qui nous a génocidaires, à la fois par le programme, ça on le sait, mais aussi par la méthode, par la forme. Le génocide, c'est détruire une filiation, détruire une histoire. La destruction des organes génitaux, les éventrations, les décapitations de bébés, les morcellement, les profanations des cadavres, c'est-à-dire plus de différence. Tous les tabous ont été anéantis. Plus de différence entre la mort et la vie. On a été l'objet de la jouissance totale de l'autre, des assassins, et on a été placé face aux déshumains. C'est à ça qu'on a affaire aujourd'hui. Être placé face aux déshumains et être désigné comme le déshumain. Je ne vais pas m'en expliquer plus aujourd'hui, je l'ai fait ailleurs, sur la différence entre le déshumain et l'inhumain, mais je crois que c'est très important. On est au centre d'une rupture anthropologique, on est l'objet d'une rupture anthropologique. Le déshumain a continué au-delà de ce massacre par le négationnisme et le révisionnisme consubstantiel à l'extermination du monde entier. On a vu dès le 8 octobre, avant même que Tsahal rentre à Gaza, les inversions, on a vu les fake news, on a vu les accusations, etc. Vous connaissez ça. Et puis, pour encore une fois aller très vite, on a été mis dans une position de double bind. Pour ceux qui savent, c'est-à-dire d'injonction contradictoire, quelque chose qui rend fou. Et donc, ça ne peut pas ne pas toucher certains d'entre nous dans nos réactions. Double bind, c'était Israël doit être responsable de l'humanitaire de ceux qui ont voulu nous exterminer. C'est extraordinaire, première fois dans l'histoire. Hein, on est responsable de l'humanitaire de ceux qui ont voulu nous exterminer. Mais bien plus, c'est là où il y a le double bind, c'est que en faisant ça, évidemment, on renforce le Hamas, donc ceux qui veulent nous détruire, pas seulement la population, on l'a vu, c'était un outil absolument indispensable pour la guerre. Et deuxièmement, on nous empêche de le faire. L'ONU nous a empêchés de le faire. Et je crois que ça, c'est très important. Comment nous, dans notre identité, dans notre façon de voir, on a pu vivre ça, d'être effectivement complètement par tout ça mis hors humanité, hors monde, hors espace transsubjectif. Israël, comme les Juifs, ont été mis hors monde, hors subjectif. Je crois que pour terminer, le pompon pour moi, c'est l'accusation du président Macron à à la communauté juive de France, d'ailleurs, pas forcément à Israël, qui est vous avez perdu vos valeurs. De quelles valeurs il parlait? De l'universalisme. En parlant d'universalisme, lui, il pensait, en héritier de Ricoeur, et certainement en ayant entendu parler de Badiou, le philosophe le plus lu en France et dans les universités américaines pendant très longtemps, qui prônait la dissolution du non-juif pour combattre en bon polpetiste, en bon marxiste. La dissolution du non-juif, c'était la solution finale du peuple juif, un peu comme Lanzmann avait montré dans son film Shoah, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait les valises des déportés, et sur toutes les valises des hommes, il a écrit Israël, sur toutes les valises des femmes, il écrivait Sarah, c'est-à-dire la parodie, le simulacre du non-juif. Ça n'existe, c'est la dissolution du non-juif. Ça n'existe plus, il n'y a plus de singularité. Macron, effectivement, revenait ou faisait revenir une réminiscence de l'enseignement paulinien, c'est-à-dire l'universalisme indifférencié, l'indifférencié qui nie la singularité, la subjectivation et singulièrement universelle du juif, donc la dissolution du non-juif. Je pense que c'est probablement l'une des accusations les pires qu'on ait connues dans le fait d'être placé dans le déshumain. Voilà, pour conclure, vraiment, là, euh, nous aimons notre peuple entre
larmes et joie, entre larmes et rire, entre joie, peine et chagrin. Mais c'est un peuple vivant, un peuple unique, généreux, qui est capable, on le voit là, de transformer les compulsions de répétition et le mortifère en force de vie. Luftmensch, on redevient le bâtisseur du temps. Voilà. Merci beaucoup.